Salut à tous et bienvenue du coup dans ce live spécial Monaco Saint-Étienne, spécial sur les pronos ASM. Petite vidéo du coup pour faire le point sur les différents pronostics que je vais saisir sur ce prono ASM, histoire de parler ensemble aussi de ce match, le dernier de l'année à venir. Match à domicile contre l'équipe du coup de Saint-Étienne de Claude Puel. Voilà. Du coup, dans un premier temps, on va déjà revenir sur le match d'avant et voir un peu ce que j'avais pu raconter de beau. Le match était contre Dijon. J'avais annoncé que ça allait être un match très compliqué où on allait être obligé d'aller chercher la victoire, mais que ce serait pas facile parce que Dijon avait une très bonne défense, de grosses carences offensives, ce qu'ils n'arrivaient pas à marquer de but depuis un bon bout de temps. Euh, donc voilà, au final, j'avais dit je mettrais le 0-1. J'ai même hésité avec le 0-0, le 1-1, mais je voulais quand même une victoire de Monaco et que j'espérais avoir enfin un score de bon. Et ben justement, c'est bien tombé, parce que du coup, c'est bien le 0-1 qu'il y a eu comme score. Ça n'a pas été simple. On est très loin du 0-2, clairement. On était plus proche du 1-1 vu le nombre d'occasions qu'a pu avoir Dijon. Mais bon, voilà, ça, j'en ai déjà parlé avec Radio Diagonale dans le débrief du match. On va pas y revenir. Le gros point noir, par contre, sur mes pronostics, ça a été le 11. J'avais vraiment pensé que Kovac allait nous faire de la rotation, surtout contre le dernier de la Ligue 1, parce qu'on enchaînait des matchs, 4 matchs en 2 semaines, donc il fallait quand même faire souffler un peu les joueurs et éviter d'avoir le même 11 qui se reconduit encore et encore et encore. Bon, ça n'a pas été le cas, je me suis trompé là-dessus. Pourtant, ces interviews laissaient penser vraiment qu'il y aurait la rotation, donc Sidibé n'a pas joué, ni Matazo. Donc les deux joueurs qui étaient rentrés à la mi-temps, c'était vraiment plus pour faire souffler les autres joueurs que pour les préparer à une titularisation. Donc j'ai perdu bêtement 2 points là où quasiment tout le monde, plus de 50% ont fait 11 points. Donc c'est un peu dommage de perdre les bonus de mon score exact là-dessus. Concernant les deux questions, le nombre de frappes, en statistique, on était un peu en dessous de ces 6 frappes qu'il fallait. Donc j'avais choisi de mettre non contre l'avis de la majorité des gens. Et du coup, ça s'est joué à peu, parce qu'il y a eu exactement 6 frappes. Donc une de moins et c'était bon. Donc tant pis, un petit point de perdu là aussi. La question du joueur, bon, pas besoin de revenir dessus, hein. On savait tous que Golovin de toute façon n'allait pas jouer. Et pour le monégasque du match, Ben Yedder a fini troisième derrière Diop et surtout Voland qui a été le joueur du match côté monégasque. J'avais dit que ça se jouerait sur les joueurs offensifs et probablement sur le buteur parce qu'il y allait avoir peu de buts. Du coup, c'est ce qui s'est avéré, hein. Voland a mis le but et eu en plus quelques petites occasions derrière. Donc, clairement, il était au-dessus du lot et c'était lui l'homme du match sans souci. Donc, voilà, au final, 16 points, ce qui peut sembler très bien, mais au final, je suis 187e sur cette journée, sur un peu moins de 300 participants, donc vraiment en dessous de la moitié. Donc, c'est un peu des points perdus bêtement là où j'aurais pu faire un très bon score. Bon, tant pis, c'est le jeu, c'est les pronostics, c'est comme ça, hein. Des fois, on essaye de faire des petits paris pour essayer de gratter des points et puis ils sont pas gagnants. Voilà, voilà. Du coup, on va revenir quand même à ce qui intéresse tout le monde, c'est bien sûr ce match contre Saint-Etienne et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre Saint-Etienne à domicile. Monaco joue à domicile. Et c'est une des meilleures équipes du championnat à domicile. On est la deuxième équipe, on est juste derrière Lille avec un très bon bilan de 5 victoires, 2 nuls et une défaite. Sauf que cette défaite, c'est justement le dernier match et qu'elle est sévère parce que c'est un 3-0 cinglant contre Lens et qu'il faudra justement vite aller oublier. Je pense que les joueurs auront à cœur d'éviter de finir l'année déjà sur encore un mauvais résultat, qu'ils auront peut-être ce match contre Lens, j'espère, où ils se sont fait très rapidement prendre et que le match a été complètement perdu très très vite. Et que du coup ils sont un peu plus vigilants sur l'entame de match pour éviter de se faire surprendre, parce que ça a été souvent le cas quand même sur les précédents matchs. Donc ce serait bien qu'on évite de prendre encore un but dans ce premier quart d'heure et que ce soit plutôt nous qui allions chercher euh, ce but pour rapidement mener au score contre une équipe saint qui n'est pas forcément simple à jouer, même si elle est mal positionnée. Voilà, le souci maintenant, c'est qu'on a été sur une très mauvaise série de 3 matchs en victoire. On a gagné certes à Dijon, mais voilà, c'est absolument pas rassurant. Il n'y a vraiment pas grand-chose, peu d'occasions. Là, on en laisse beaucoup à l'adversaire qui a eu vraiment euh, plusieurs moments des opportunités pour inscrire ce but égalitaire qui nous a vraiment fait très mal. Donc on ne revient pas à Louis II avec plein de rassurance et ça va être assez compliqué. Mon côté, donc du coup, je vois une équipe de Monaco qui est la sixième attaque à domicile, qui marque 2,3 buts à domicile, face à Saint-Etienne qui est neuvième défense et qui en prend un but par match, que ce soit à domicile ou en général. Donc moi, je pars sur 2 buts de l'AS Monaco. Je pense que Monaco est une équipe offensive
qui va chercher à rapidement ouvrir le score pour s'assurer un peu le match. Une équipe de Saint-Etienne, certes, qui défend bien, mais qui encaisse toujours ses buts. Donc voilà, pour moi, ce sera 2 buts pour l'AS Monaco que je vais pronostiquer. Concernant Saint-Etienne, Saint-Etienne, du coup, bah, ils sont invaincus depuis 5 matchs, mais c'est 4 nuls et une victoire. Victoire à Bordeaux. Par contre, les matchs nuls, quand on regarde, bah, c'est contre les derniers. Est-ce que c'est contre Nîmes, c'est contre Dijon, c'est contre Angers. De mémoire, il y en a quand même un contre Lille. Donc, c'est pas non plus des matchs nuls qui sont très rassurants. C'est une équipe qui a un peu du mal offensivement, surtout parce que c'est la 17e attaque du championnat, avec pas énormément de buts, de mémoire 16 en 16 matchs. Donc là aussi, un but par match. Voilà. Donc on pourrait tenter de dire que Saint-Etienne ne marquera pas sur ce match, que Monaco ira chercher une petite victoire, 1-0, 2-0. Mais bon, moi, la défense me rassure pas du tout, notre gardien non plus, et on a vraiment l'habitude de toujours encaisser ce but. C'est très rare qu'on fasse des clean sheets, où il faut vraiment avoir des attaques qui sont très 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 faibles, comme à Dijon. Euh, un peu par habitude, je me dis à un moment donné, on va céder et il y a toujours un but qui va passer, donc tu vois plutôt une victoire d'un but d'écart, certes, mais sur un 2-1. Voilà, en tout cas, pour ce qui est de mon pronostic, en espérant du coup finir l'année sur un bon pronostic et surtout sur une victoire de la SM qui nous ferait un peu du bien contre une équipe de Saint-Étienne qui n'est pas très bien classée, 14e de mémoire. Donc ce serait bien du coup qu'on continue notre série, à savoir gagner contre toutes les équipes de la seconde moitié de tableau, puisque du coup il n'y a que le match contre Reims qu'on n'a pas gagné. Voilà, maintenant sur le 11 de départ. Là, je vais essayer de moins me faire avoir que sur le précédent match. Je vais essayer de moins de faire de choix un peu foireux, de penser qu'il y a la rotation. Je pense que du coup, Kovac va encore aligner quasiment les meilleurs joueurs disponibles, parce que c'est le dernier match et qu'après il y a un peu plus de repos pour les joueurs. Donc du coup, dans les cas, forcément, avec un clean sheet, plus trop de raisons qu'il ne soit pas là. Pour moi, c'est Manonnet qui sera titulaire. On va pas revenir dessus et penser que le Polonais pourrait revenir. Voilà, s'il aurait enchaîné encore un mauvais match à Dijon, comme je l'avais dit, on aurait pu se poser la question. C'est pas le cas. Voilà, passe au suivant poste. Latéral, bon, on pourrait se dire qu'il y aurait eu la rotation, que Sidibé pourrait jouer, ce que je pensais déjà sur le match d'avant. Je pense pas que ce soit maintenant qu'on le change. Il n'y a plus trop d'intérêt. Euh, pour moi, Aguilar, c'est notre titulaire, c'est notre meilleur joueur, donc je pense qu'il sera titulaire et je pars sur lui très facilement. De l'autre côté, là par contre, c'est beaucoup plus compliqué à pronostiquer parce que ça n'arrête pas de tourner. C'est un match sur deux, c'est l'un, c'est l'autre. À choisir, Enrique a fait quand même plus de matchs que Balotouré ces derniers temps. Il a pas semblé fatigué forcément sur le match précédent, mais pas une très bonne performance. On l'a souligné. Donc est-ce qu'il y aura un changement? C'est possible. Là, j'avoue que c'est limite du 50-50. Je préfère prendre Enrique parce que ça me semble être le choix le plus logique. Il est un peu plus offensif contre une équipe de Saint-Etienne. Euh, mais en tout cas, je peux comprendre que certaines puissent choisir Ballo-Touré sur ce poste-là. La défense centrale, du coup, le premier pour moi, c'est le retour de Dissassi. Je ne pense pas qu'on va continuer à voir Maripane. Il a joué 2 matchs, ils sont pas extraordinaires en plus. Dissassi a bien reçu un match de suspension plus un en sursis. Donc ça veut dire qu'il peut jouer, mais du coup, s'il prend un jaune sur les 10 prochains matchs, il retournera en suspension. Donc pas de raison du coup de ne pas le remettre titulaire tout de suite, sachant que plus son remplaçant n'a pas vraiment prouvé grand-chose. À ses côtés, peut-être qu'il y aurait une rotation, peut-être que là, on pourrait voir Maripane de ce côté-ci. Pourquoi pas, mais bon, je pense qu'on va aligner du moment que c'est possible la fameuse doublette Dissassi Badiachil, qui est celle qui est notre équipe titulaire. Les deux qu'on souhaite voir ensemble sur toute cette saison. Donc je pense que là aussi, on va encore aligner les meilleurs joueurs possibles, à savoir ces deux-là. Au niveau des milieux maintenant, hop, si je vais d'abord vous afficher celui-ci. Voilà. Le premier qui sera titulaire pour moi, c'est Chouameni. Donc Chouameni a bien eu un carton jaune sur le match précédent pendant son sursis, donc il sera suspendu, mais il faut attendre la commission de discipline pour ça, qui se réunira mercredi de mémoire. Donc il est disponible pour ce match-là, mais il ne le sera pas pour le prochain contre Lorient de mémoire. Donc pas de raison de le faire se reposer sur ce match-là alors qu'il ne peut pas déjà jouer le prochain, sachant qu'en plus son compère lui est suspendu, Fofana. Donc on va pas se passer de nos deux milieux d'un coup, les deux titulaires. Donc je choisis du coup de le mettre titulaire, Chouamini, en le décalant d'un côté parce que je mets un joueur à profil plus défensif à ses côtés, à savoir du coup, hop, qui s'affiche, Florentino. Euh,
Fofana est suspendu, il nous reste pas énormément de choix, donc c'est soit Matazo, soit Florentino, soit peut-être Fabregas. Fabregas, j'aurais du mal dans un milieu à 2, je pense pas qu'on joue avec ça, on le mettrait dans un milieu à 3, soit en position un peu plus basse, soit en position plus haute, en 10. Euh, sur un milieu à 2, je le mettrais plus de côté, sachant que physiquement, il n'a pas l'air d'être en pleine forme, donc je le vois mal en plus être titulaire. Matazo, certes, il a joué 45 minutes sur un match d'avant. On pourrait penser qu'il aurait pu être titulaire sur le match à 10 ans, mais pas du tout. On a vu que du coup Florentino était revenu dans le groupe, donc je pense que c'est pas anodin. Je pense que du coup c'est en préparation aussi du fait que Fofana allait être suspendu et que du coup il le remet. Ça reste un pro, ça reste un joueur qui nous est prêté, qui a évolué dans un grand club, qui a de l'expérience. On n'a pas trop compris pourquoi il y a eu une mise à l'écart. Peut-être qu'il y avait des petits pépins physiques ou personnels qui ont justifié ça. Voilà, donc à choisir, je pense que si il faut prendre un joueur à ce poste-là entre Matazo et Florentino, je partirais plus sur le joueur qui a le plus d'expérience et qui semble voilà, qui semble être le plus logique. Maintenant, concernant les postes au-dessus, bah, je vais redire ce que j'ai déjà dit sur les matchs précédents. En fait, on n'a pas de choix de rotation, parce que du coup, Golovin, on a clairement compris qu'il ne reviendrait pas avant janvier. Donc du coup, on va se retrouver toujours avec les deux seuls mêmes joueurs à faire jouer, à savoir du coup Diop, et de l'autre côté, malheureusement, toujours Gelson, pas très performant ces temps-ci, pas très bon. Je pense que les deux ont aussi besoin de se reposer, même si Diop a pu un peu se reposer sur le match contre Lens en sortant assez rapidement. Malheureusement, on n'a personne derrière, du coup, est très très loin dans la hiérarchie, et je pense qu'on peut même carrément l'oublier. Euh, Golovin est absent, Goebbels joue des bouts de match et jamais convaincant. Son autre addition, elle est pas terrible. Sachant qu'en plus, moi, je pense pas du tout qu'il soit fait pour ce rôle de milieu excentré. Pour moi, c'est plus un joueur qui doit jouer sur les postes d'attaquant. Euh, voilà. Donc, pas de choix. Pour moi, on va retrouver ces deux mêmes joueurs. Je vois pas de rotation. Je vois pas qui va sortir du chapeau pour aller euh, prendre un de ces deux postes. Maintenant, sur les deux postes en attaque, là, par contre, on a un peu plus de choix parce que du coup, on a Jovetic, on a Pellegrini qui pourrait être titulaire. Maintenant, c'est le dernier match de l'année. On a absolument besoin de finir sur une victoire pour essayer de se remettre à l'endroit, essayer de ne pas se faire lâcher par le haut de tableau. Voland nous sort un très gros match. Il est en plus très performant à domicile. Ben Yedder, c'est notre capitaine, c'est le meilleur joueur qu'on ait. Il sort d'un match en plus qui est déjà meilleur, en tout cas, contre Dijon. Donc pour moi, on va encore aligner nos meilleurs joueurs devant là aussi. De toute façon, c'est un peu le raisonnement que j'ai eu surtout ce 11. Je ne souhaite pas refaire des choix de rotation. Je pars vraiment sur les meilleurs joueurs qu'on a à disposition pour remettre quasiment le 11 classique qui sort sur ces derniers matchs, hors bien sûr suspension, parce que ça a été le cas sur les derniers matchs en tout cas. Donc voilà, c'est le 11 que j'ai sorti en espérant revenir un peu sur un 11 sur 11 sur les pronostics, parce que du coup j'avais un peu raté la marche sur le match précédent, ce qui m'a fait un peu perdre mon bon classement sur ce côté-ci du jeu, ce qui était un peu dommage, que je m'en sortais plutôt bien. Voilà, maintenant on va faire un petit point du coup sur les questions. La question du match, bon, un peu compliquée à expliquer. Elle est de savoir en fait si Monaco va faire plus de 50% d'arrêt. La question, je l'ai tournée un peu autrement parce que si on regarde strictement les arrêts, ça ne prend pas en compte que les frappes. Le gardien peut faire des arrêts sur une sortie sur un corner, une sortie dans les pieds du joueur avant qu'il ait frappé, même sur un centre. Donc on peut pas prendre ces stats-là. Et moi, vraiment, la question était de savoir est-ce que les frappes cadrées, il y en a une sur deux qui va rentrer, comme c'est le cas en ce moment avec les gardiens qu'on aligne à Monaco. Voilà, donc c'est pour ça que la tournure est un peu spécifique sur le formulaire. À savoir du coup, est-ce que du coup Saint-Etienne va nous marquer plus de 50% de ses frappes, sachant que l'égalité marche aussi, j'espère pas. En tout cas, moi personnellement, j'ai voté non. Je pense que Saint-Etienne n'aura pas beaucoup d'occasions. C'est une équipe qui marque très peu. J'ai regardé sur le nombre de frappes, ils sont plus vers les 3-4 frappes, quasiment à 4 frappes par match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ça change pas trop. Donc si on suit cette logique, ils marquent un but alors qu'ils mettent 4 frappes cadrées, la probabilité qu'ils en mettent une sur deux, elle est un peu plus faible. Donc voilà, statistiquement, j'ai choisi de dire que non. J'espère un peu que notre gardien Manonnet nous fasse quelques arrêts sur ce match. Ce serait pas plus mal parce que nos gardiens sont tout en bas du classement des gardiens de la Ligue 1. Ça craint un petit peu.
La question sur le joueur, du coup, bah, je suis revenu sur le fameux est-ce que Ben Yedder va mettre un but, mais du coup, pour éviter d'avoir un 90% de oui, j'ai un peu modifié ça en disant est-ce qu'il va mettre un but dans le jeu. Parce que, comme on le sait, Ben Yedder n'a pas mis un but dans le jeu depuis un bon moment, mais moi c'était contre Strasbourg. Il en est à 3 pénaltys de suite quoi, sur ses derniers buts. Voilà, donc la question était de savoir est-ce que cette fois, bah, il va nous mettre un but déjà et surtout pas sur penalty. Donc bah, j'espère que oui. J'y crois toujours qu'à un moment donné, il va revenir, qu'il va nous mettre un but. Ça commence à être très très long. Et ce serait bien pour finir l'année qu'il puisse revenir. Je pense que Monaco va mettre 2 buts et donc ça lui laisse l'opportunité d'inscrire un de ces 2 buts-là. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et bien sûr, sur l'homme du match, bah, je vais persister et signer du coup sur Ben Yedder. De toute façon, c'est assez souvent le cas à domicile. Et surtout, il ne l'a pas été depuis tellement longtemps que bah, la probabilité qu'il le devienne, sachant que c'est censé être notre meilleur joueur, elle est de plus en plus forte. Euh, donc voilà, je choisis de le mettre monégasque du match. C'est assez compliqué là à choisir qui va pouvoir en sortir. Voland sort d'un bon match et en plus à domicile est assez performant. On sait que sur des matchs qui peuvent être assez serrés comme ça, un joueur comme Diop aussi arrive très souvent à faire des bonnes notes. Enfin, c'est lui actuellement celui qui a les meilleures moyennes et qui sort le plus souvent en plus monégasque du match. Donc ça peut être aussi un très bon choix. Voilà, ou peut-être un des attaquants rentrants qui pourrait nous mettre le but de la victoire aussi, ça peut arriver. Donc, en tout cas, moi, mon choix, c'est Ben Yedder. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à les poser, je vais y répondre. Je vais répondre dans un premier temps à celles qui m'ont été posées sur Twitter. Dans le cas, allez-y. En plus, pour une fois que j'ai réussi enfin à activer le chat sur la vidéo pour que ceux sur YouTube voient les questions qui sont dans le chat, c'est pas plus mal. Voilà, la première question qu'on m'a posée, c'était concernant le mercato, sur quel poste je voyais. Même si elle est un peu récurrente cette question, parce que j'y ai déjà répondu sur les autres lives. Pour moi, le poste qu'il faut absolument recruter, ça va être sur les milieux, sur les côtés, pour avoir des doublures à Gelson et à Diop, parce que du coup, là, on ne fait que les faire jouer en ce moment. Pour moi, ils sont fatigués et ça se voit. Ils sont beaucoup moins percutants, surtout sur les fins de match. Plus on les fait jouer, plus il y a un risque de blessure parce qu'on tire sur leurs organismes. Donc il va falloir à un moment donné arriver à avoir des solutions et autres que faire jouer Goebbels pas son poste et surtout 5-10 minutes, ce qui est pas énorme. Alors certes, il y a Golovin qui revient, ça fait une solution, mais pour moi, il faudra une deuxième, surtout qu'on se doute très fortement que Onikuru va partir en prêt, en vente. Donc voilà, pour moi, il faut avoir un joueur ici, pas forcément un cadre à mettre 25 millions sur un très grand joueur, plus un joueur qui accepte du coup un rôle de doublure, qui puisse être titulaire sur certains matchs ou faire des rentrées un peu plus longues, faire de la rotation. Pour moi, c'est un peu le poste prioritaire. Après, sur les autres postes, je pense pas qu'il y a forcément du recrutement. Euh, Si Florentino revient dans le groupe et peut être une solution alternative, on retrouve un peu enfin un autre joueur dans ce milieu de terrain où on a l'impression qu'on avait que Fofana et Chouameni. Donc je pense pas forcément qu'on ait un recrutement sur ce côté-ci. Et même si beaucoup aimeraient sur la défense centrale, on a beaucoup de défenseurs centraux qui sont encore au club. Même s'il y a eu des rumeurs comme quoi Pavlovic pourrait être prêté, bah, ça nous laisse toujours Maripane et Matsima pour jouer que 2 compétitions. Donc ça m'étonnerait qu'on casse tout. Je pense qu'on ira jusqu'au bout de la saison avec ces joueurs-là, avant qu'il y ait des changements. Voilà. Sinon, l'autre question, c'était savoir est-ce que je préférais du coup la victoire ou du jeu. Euh, Personnellement, là, à ce moment-là, c'est la victoire, clairement. Il faut vraiment qu'on enchaîne, même si c'est pas beau, même si c'est comme contre Dijon, c'est sûr que ça fait chier de voir des matchs comme ça, où on se fait peur pendant tout le match, mais au final, bah, on a gagné les 3 points et c'est vraiment l'essentiel. Et malheureusement, contre Saint-Etienne, là, ça va être aussi l'essentiel, c'est d'aller chercher ces 3 points, c'est d'avoir une victoire pour finir l'année, même si c'est pas encore la mi-saison, mais au moins finir sur une bonne note, pouvoir recommencer, reprendre après sur une bonne série et être en confiance. Voilà. Donc le jeu, certes, c'est très important. Ça fait plaisir de voir des belles saisons où on développe du très beau jeu. Mais pour l'instant, à mon avis, il faut le mettre un peu de côté et ça viendra petit à petit. Si les victoires viennent, à la force, on arrivera à trouver un style de jeu et un rythme qui nous permettront peut-être de développer un meilleur jeu et qu'on puisse voir autre chose. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'écart entre les lignes. On a des bons latéraux offensifs. Une animation avec un milieu en losange serait plus efficace. On voit également les pressions de Gelson. Alors, le losange, moi j'aime beaucoup aussi. C'est une tactique que j'ai toujours bien aimée. Le souci, bah, c'est qu'il faut un 10 et que les 10, c'est des joueurs qui sont très très rares, qui sont de moins en moins. Alors, on a des joueurs comme Golovin et comme Fabregas qui pourraient le jouer. Bon, malheureusement, les deux sont pas là pour l'instant. Euh,
peut-être Diop, je sais pas, on l'a jamais vraiment vu en soutien derrière l'attaque. Jovetic aussi est une solution, mais très très offensif. Je sais pas s'il serait sur la partie défensive, il serait arrivé à faire un marquage aux 6 adverses. Ça resterait à voir. Peut-être contre des équipes du coup qui jouent vraiment très très bas. Ça pourrait être possible d'avoir du coup 3 attaquants. Euh, Par contre, le problème du losange là, c'est que du coup, Gelson ne peut absolument pas jouer parce que du coup, c'est vraiment deux milieux qui sont très très proches du centre, pas du tout écartés, des joueurs qui sont pas non plus très très hauts sur le terrain, comme c'est le cas du coup avec le 4-4-2 qu'on joue actuellement. Du coup, ça voudrait sortir Gelson, mais du coup, pour mettre qui et c'est un peu dommage du coup de se passer un de nos joueurs qui a le plus de talent, même s'il a du mal un peu à le prouver. Pour moi, ça vient surtout du fait qu'il ne joue pas à son poste. Il faudra s'appeler qu'il est d'une pas milieu, il est ailier, et en plus, il n'est pas du tout à gauche, il est à droite. Son gros problème, c'est qu'il cherche très très souvent à se remettre sur son bon pied, et du coup, on perd du temps sur pas mal d'actions là-dessus. Voilà, c'est un peu dommage à mon goût. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On m'a demandé du coup ici, tu es déçu sur le match, disons. J'avais dit vraiment que ça allait être un match compliqué et que je voyais vraiment une victoire mais très très courte parce que Dijon défendait très bien et que nous on a vraiment du mal en ce moment. Donc je suis content déjà de la victoire. Après oui, je suis déçu du contenu parce que je pensais quand même que défensivement on allait mieux à les bloquer, qu'on leur laisserait beaucoup moins d'occasions que ça. Parce que là ils en ont eu à mon goût beaucoup. Il y a des moments, je ne sais même pas comment le ballon a fait pour ne pas être cadré au moins minimum. Après que Manon l'arrête ou pas, c'est une autre question. Pour moi, le but sur hors-jeu, c'est vraiment très très limite qu'il soit refusé pour un hors-jeu de position qui gênerait la vue du gardien. L'angle de caméra, en tout cas, ne nous permettait pas de le voir. Euh, Moi, personnellement, j'arrivais pas vraiment à voir s'il a vraiment gêné ou pas. Donc oui, je suis assez déçu quand même, mais je prends les 3 points, ça c'est sûr. Comme je disais tout à l'heure, entre la victoire et le jeu, à ce moment, c'est surtout la victoire qui compte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que je sais qu'en plus il y a toujours un petit délai entre moi quand je parle, en fait, il y a au moins, je crois, 15 secondes avant que vous, ça arrive sur le live, donc ça fait un peu des blancs par moment. Donc, n'hésitez pas à écrire votre question même pendant que je parle pour l'envoyer. Saint-Etienne, ça sent le match piège où on va les recaler, on va les relancer, non. J'ai Bouanga qui monte depuis la saison dernière. Oui, oui, c'est ce que j'avais un peu peur contre Dijon, parce que Dijon était sur une série vraiment catastrophique, mais faisait quand même pas mal de matchs nuls. Et je me disais, putain, c'est parfaitement le moment d'aller relancer Dijon, qui est pas très loin des victoires et de prendre des points. Et c'est ce que je pensais. Heureusement, on ne l'a pas fait. Contre Saint-Etienne de Puel en plus, et ça pourrait faire peur aussi de les relancer comme ça par un mauvais match. Euh, je vois à la rigueur le match nul, c'est probable qu'on fasse un vieux match nul très très moche et tout Mais aller perdre encore ce match après la défaite contre Lens qui normalement a dû censé être vraiment marquer un peu les esprits et je pense que les dirigeants et le staff a dû vraiment essayer de faire un peu plus impliquer les joueurs sur leur match et de faire un peu plus attention et leur dire à un moment donné on joue l'Europe, on joue pas le milieu de tableau, voilà. Donc oui, on peut toujours de toute façon un match, il n'y a qu'à regarder le PSG hein, et les résultats qu'ils font. On a beau avoir des très très grands joueurs, et on peut toujours arriver à se faire piéger sur un match. Donc c'est très possible que contre Saint-Etienne, on se fasse piéger et qu'on n'y arrive pas parce qu'on continue à jouer le même jeu qu'on pratique sur les matchs précédents, où on arrive à très peu se créer d'occasion et qu'on laisse beaucoup trop d'opportunités à l'adversaire. C'est ce que je disais aussi sur Twitter, je râlais parce qu'on utilisait toujours les mêmes joueurs et que la plupart étaient titulaires à plus de 80%. Le problème c'est qu'on joue toujours de la même façon, on joue toujours avec les mêmes joueurs, on crée toujours les mêmes tactiques et du coup on devient de plus en plus prévisible pour nos adversaires. Avec l'analyse vidéo, ils voient très bien comment circule le ballon à travers nos équipes, quels sont vraiment les relais entre les joueurs et quelles sont la position qu'on va prendre sur les phases offensives et défensives. Et en ne changeant pas les joueurs et en ne changeant pas un peu les tactiques, c'est très très rapide à analyser et à nous contrer. Et malheureusement, c'est ce qui fait aussi que ces derniers temps, on a beaucoup plus de mal que sur notre série qu'on a pu faire avant. Euh, donc oui, ça peut être, si on continue encore à jouer de la même façon, on va devenir beaucoup trop prévisible.
Bon voilà, moi sur ce je vais vous laisser parce que je commence à avoir faim de toute façon. Merci de m'avoir suivi pour ce live du coup bah, que j'ai fait un peu plus tôt que d'habitude. Ouais, j'avais pas trop de disponibilité, c'est vrai que c'est pas très facile les matchs en semaine aussi pour faire ce genre de choses. Du coup bah, je le fais avant d'avoir le groupe et d'avoir d'éventuelles surprises qui pourraient sortir. Donc au pire bah, moi je modifierai mes pronos en fonction vraiment s'il y a la nécessité. Mais bon, je pense pas vraiment qu'il y ait de surprise hormis blessure. Voilà, en tout cas, c'était mes choix pour ce match, en espérant du coup qu'on finisse l'année sur une bonne note, sur une belle victoire, sur beaucoup de points pour les pronos ASM à tous aussi. Voilà, en tout cas, bah, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.